Retour en studio ce matin pour le décryptage de quelques actualités mises en manchette dans nos quotidiens. Et pour cet exercice, j'ai trois confrères en studio. Nikez Azomaou. Nikez est le directeur de publication du quotidien La Couronne. Nikez, bonjour, bienvenue. Bonjour Samuel, bonjour les confrères, bonjour les auditeurs. Deuxième débatteur dans cette émission, Vigile Avancé. Vigile, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Charles Renvort est notre troisième débatteur ce matin. Charles Renvort, bonjour. Bonjour à vous Samuel, bonjour à tous les internautes de Crystal News. Elles ont donné de la voix pour parler des confessions religieuses réunies au sein d'un creuset qu'ils ont dénommé cadre de concertation des confessions religieuses. Ils ont quand même crié sur le code électoral, parler d'un dialogue qu'il faut instaurer. Vigile Avancé, on aurait pensé que tout est rangé, mais subitement ce cadre sort pour tirer encore sur la sonnette d'alarme. Vous avez raison de faire cette remarque parce que les dernières actualités du Niger, du Burkina Faso et surtout du frère Mouvi, quand je dis frère, c'est-à-dire c'est tout frère encore, hein? On vit aussi Vamoussou. Eh bien, on vite fait de nous faire oublier et qu'on avait cette actualité, cette autre actualité-là que constitue le code électoral et de mon point de vue, une actualité plus sérieuse de loin que ces différentes actualités, ces différents sujets que j'ai cités tantôt. Et donc, le cadre de concertation des confessions religieuses, CCA, comme vous l'avez défini tantôt, qui existe depuis un certain temps, pas un certain temps de si tôt, de si proche, depuis 2010. Je sais pas, on a l'impression que vous faites quoi que c'est créé à l'occasion, hein, pour juste donner de la voix. Non. C'est ce cadre qui existe depuis 2010, dont le pasteur Michel Alopo est le secrétaire général. Je l'ai reçu ici dans l'émission Grand Angle en tant que tel. Et donc, c'est eux qui ont donné de la voix, cette fois-ci, en compagnie d'autres personnalités telles que des têtes religieuses, des prêtres catholiques, des évangélistes et des têtes couronnées, des rois. Il avait notamment le roi de Porte-Novo, par exemple, là, le roi Yoruba, si je ne me trompe, là. Pour moi, c'est une bonne chose, en ceci que, comme je le disais tantôt, c'est une actualité plus importante de loin que les sujets qui nous occupaient juste là. Et on a l'impression que ces sujets qui nous occupaient, même si il en avait qui n'ont pas été orchestrés directement, il y a quand même parmi eux qui sont faits pour nous occuper réellement, pour qu'on puisse oublier l'essentiel, l'important qu'est le code électoral qui impacte directement ou impactera notre vivre ensemble. Ça, on ne le perçoit pas assez et c'est sur ça que ces personnalités qui sont sorties hier ont mis l'accent et je ne vois pas en quoi dire il faut la paix, il faut faire quelque chose pour garantir la paix demain, peut-être un problème. Donc pour moi, c'est une sortie à saluer. Sortie à saluer également de votre côté, Charles Renvort. Je pense que quand vous suivez un peu tout le débat, toute la polémique autour de ce code-là, on ne peut que saluer une telle sortie. C'est vrai que d'aucuns penseront que oui, un cadre de concertation des confessions religieuses, en se souvenant un peu de ce qu'on a connu par le passé. Il y a de cela quelques semaines, quelques mois, où l'Église catholique a organisé un colloque et qu'une frange de cette même, en tout cas d'une confession religieuse, est allée également contre et a rapproché cela de ce cadre-là. Là, tous les citoyens vont se demander, mais finalement, qui écouter? Qui sont ceux qui composent désormais ce cadre de concertation? Mais je pense que là n'est pas le débat. Le débat, c'est de voir, c'est-à-dire que le document dont il est question, la loi dont il est question, parce que j'ai lu un peu leur déclaration, il faudrait que le code nous apporte la paix. Et je pense que tous les citoyens aspirent à la paix. Quel que soit le développement que nous voulons, quelles que soient les ambitions, les projets que nous avons, tant que nous n'avons pas cette paix-là, on ne peut pas les réaliser. Alors, dans ce sens-là, je pense que ceux qui sont montés encore au créneau, une fois encore, pour demander cette relecture-là,
Ils ne sont pas plus moins béninois que nous, ils ne sont pas moins béninois que les autres. Je pense que c'est une fois encore une main tendue au gouvernement pour ouvrir ce dialogue-là, ouvrir cette concertation-là, pour qu'on puisse aller à cette relecture-là. Parce que, de mon point de vue, rien n'est encore mauvais lorsque il y a une loi, il y a un texte qui est voté et qui porte à polémique, et que des voix se lèvent pour dire allons à la relecture, allons aux négociations. Je ne vois pas en quoi cela est mauvais. Donc je pense que c'est une bonne chose, c'est une initiative. Il faut les encourager, mais il faut rendre ça pratique, à savoir que ceux qui sont indexés, ceux qui sont directement liés, pour ne pas parler directement de l'exécutif, qu'on puisse aller à cette relecture-là, histoire d'apaiser le peuple, histoire de prouver que oui, nous sommes décidés à prôner la paix pour le peuple béninois. Nickel Zoumaou, sur cette question, est-ce que c'était opportun de sortir quand on sait que la loi est votée et par ailleurs promulguée? Je vous remercie Samuel et je remercie les autres confrères qui ont eu à opiner sur la question un peu avant moi. Je ne peux pas ne pas manifester toute ma satisfaction par rapport à cette sortie du cadre de concertation des confessions religieuses. Parce que, comme l'a si bien dit mon confrère Vigile, c'est à croire que c'est un cadre qui est né tout de suite. Le cadre existait et il avait à faire l'historique. Il en a même reçu l'un des acteurs sur l'une de ses émissions ici. Mais ce qui me réjouit particulièrement, c'est qu'au moins aujourd'hui, on ne fait plus le procès de ce que c'est seulement les catholiques qui ont pris pour priorité le code électoral. C'est tout comme s'ils étaient missionnés. Je ne savais pas qu'un jour, la lumière de l'Esprit Saint allait gagner les autres pour apporter leur contribution à ce débat afin que nous puissions construire un État solide, un État crédible, un État dans lequel le vivre ensemble est possible. Et je crois que nous sommes en train de marcher vers ce pas si je reste dans la logique des points évoqués pour que nous puissions avoir un instrument électoral qui comble les attentes de tous. Qui comble les attentes de tous en ce sens que nous disons que nous voulons la paix, que nous voulons les élections transparentes, que nous voulons X ou Y comme préoccupation. Et nous ne voulons pas mettre en place un instrument pouvant permettre au moins à 70% la crédibilité de ces élections. Et vous dites que vous voulez garantir la paix. Même si vous prenez le pouvoir, vous allez l'exercer où? C'est toujours au Bénin. S'il n'y a pas la paix dans le pays, est-ce qu'un pouvoir peut s'exercer librement? Donc, il y a tout un problème qui se pose. Et à chaque fois que nous sommes dans des débats, ce que j'invite, nous autres, je ne vais pas dire les autres, je fais partie de la société, ce que je nous invite à faire, c'est de mettre de côté nos intérêts égoïstes, c'est de dépassionner le débat et d'aller à l'essentiel. Comme elle a eu à le faire la confession religieuse, c'est-à-dire les catholiques, comme les autres confessions religieuses leur ont emboîté le pas. Maintenant, je crois que c'est maintenant qu'ils devront se donner beaucoup plus la main, s'appuyer sur les têtes qui incarnent nos valeurs traditionnelles pour qu'ensemble, on puisse poser les vrais problèmes, tirer les meilleures conclusions et détourner notre instrument, notre pays, d'un instrument électoral crédible qui comble les attentes de tous. Autre chose, nous devons comprendre que, quel que soit notre niveau de responsabilité, nous sommes dans une mission de pouvoir déléguer. Et quand on dit que l'Assemblée nationale a voté la loi, il est vrai, c'est le peuple qui a délégué ses pouvoirs à ses représentants là-bas. Mais si le peuple même, ça là où vous allez là, ce que le pouvoir que nous avons donné ne vous permet pas de faire ça parce que vous risquez d'embraser le pays, il faut comprendre le peuple. Et cette notion, cette compréhension des choses doit être dans la tête de chacun, quel que soit le niveau de responsabilité qu'il occupe. C'est ça qui nous permettra d'être un pays crédible, d'être un pays fort, d'être un pays qui véritablement opte pour le développement de ses citoyens. Et il ne peut pas avoir de développement quand la paix est compromise.
Justement, il ne peut pas avoir de développement quand la paix est compromise. Vigile avancé, est-ce qu'on ne sent pas là une division entre les confessions religieuses? Parce qu'on se demande pourquoi ce cadre n'était pas associé ou ne donnait pas de la voix quand l'Église catholique était critiquée ou décriée. Non, c'est vous qui n'avez pas fait le constat. Moi, j'étais à cette séance où le clergé catholique a rendu compte des actes du colloque au Chant d'Oiseaux, il a quelques semaines. Et à cette séance, j'ai vu beaucoup de ces acteurs, de ce cadre-là, présents. Donc, à cette séance, moi, je n'étais pas au colloque, mais sans doute, avant cette séance de reddition de compte, on va dire, ils ont dû être au colloque même. Donc, ils étaient là. Et puis, les prêtres catholiques, même si un évêque n'était pas là, ou à Porte-Nouveau hier, ou à l'hôtel Donat, les prêtres catholiques y étaient également. Et sans doute, y étaient au nom de l'Église catholique. Donc, non, c'est vous qui faites une fausse lecture. Peut-être individuellement, ils ont adhéré, mais officiellement, en tant que cadre, ils n'ont pas donné de la voix en ce moment-là. Mais est-ce que on a, disons, nommé les entités qui ont adhéré au colloque ou non? On a vu juste qu'après le colloque, il y a quelques entités ou éparses d'entités qui ont manifesté, qui ont été contestées par la suite. Mais pour le colloque, on sait qui n'a pas été invité ou bien qui a été et qui est venu faire du bruit. L'exemple des chrétiens protestants qui ont été bel et bien au colloque et pourtant un certain Moumenou Jean-Claude, en tant que représentant, n'est-ce pas, de l'église protestante, à ce colloque-là, est sorti après pour dire tout le contraire de ce qui a été dit au colloque pour prendre de contre-pied. Donc, comme dans notre métier, c'est ce qui fait le plus de bruit. Donc, quand les autres ne font pas de bruit, vous ne savez pas s'ils étaient là ou pas. Et vous avez aujourd'hui l'occasion de savoir qu'ils étaient là, puisque, encore une fois, dans leur plaidoyer hier, ils ont dit qu'il faut prendre en compte normalement les actes du colloque et ils ont cité ces actes-là qu'il faut prendre en compte particulièrement. Donc, moi, je crois que c'est une fausse querelle de journalistes de dire bon, qui était là, qui n'était pas là, alors que l'essentiel est là. Donc, moi, je ne trouve pas que le problème, l'essentiel soit vraiment dans ce que vous demandez là. Dans leur déclaration hier, ils exhortent à protéger les acquis de notre démocratie obtenus au prix de longs sacrifices lors de la conférence nationale des forces vives en 90. Vigile avancé maintenant que la démocratie les intéresse. Bon, moi, je ne connais pas votre motivation. Je ne connais pas votre motivation. Est-ce que vous, tous les matins, vous chantez démocratie, démocratie, pour qu'on sache que la démocratie vous intéresse? Est-ce pour autant que la démocratie ne vous intéresse pas? Je ne sais pas ce que vous demandez, parce que il n'y a que quand la démocratie est en panne ou semble en panne que voyants peuvent être allumés. Je ne sais pas pourquoi vous voulez, si les voyants sont tout le temps allumés, ce n'est plus un code. Ça ne veut plus rien dire. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est maintenant que les voyants se sont allumés, tout le monde est préoccupé et ils sont montés au créneau. Et moi, je crois que au lieu de poser ces petites questions de journalistes querelleurs ou cherchant des pots là, hein, mais on vous dira, non, attendez-moi, au lieu de procéder de cette manière-là, je crois qu'il faut saluer la chose. Il faut saluer tout au moins comme un génie, hein, ou une inspiration, n'est-ce pas, qui est la bienvenue. Vous avez vu, tantôt, j'ai dit autant d'actualités qui nous fait oublier. Et ce que vous oubliez également, c'est que nous sommes dans une échéance donnée. Les élections s'est lancées, 2026, c'est tout à côté. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une norme communautaire. 6 mois avant les élections, on ne peut pas retoucher les textes. Et vous savez que nous sommes dans un enjeu. Ceux qui ont révisé, regardez, on était à 2 ans des élections et les gens se sont dépêchés de réviser le code électoral. Vous croyez que c'est gratuit? Les gens se sont dépêchés de se donner d'avance, de se donner une avance. Et ils savent que, bon, on est au Bénin, donc la loi a dit, plus personne ne dira rien. Et on est dans un pays où, quand la loi a dit comme ils disent, parce que moi, c'est pas ma manière de voir les choses. La loi a dit comme ils disent, eh bien, plus personne ne devrait plus rien dire. Tout le monde devait être garde-à-vous, la loi a dit. C'est aussi ça la démocratie. Non, c'est faux. C'est ce qu'on vous fait croire. Dans les démocraties, les vraies démocraties, les démocraties debout, quand la loi n'est pas correcte, on manifeste, on refuse. Et l'Assemblée change. Voyez-vous, l'Assemblée revient. Parce que, comme l'a dit Charles tantôt, l'Assemblée ne fait pas sa volonté. Les députés ne sont pas là pour faire leur volonté. Ils sont là pour aller mettre en œuvre les aspirations du peuple.
Et il peut arriver, puisque c'est des hommes, que leur aspiration ne soit pas en accord, en adéquation avec celle du peuple. Et le peuple leur dit, à travers les instruments, les mécanismes de dialogue, que sont les manifestations, que sont les pétitions, que sont ceci, cela, qui sont refusées dans votre démocratie tropicale ici, eh bien... Encadré, pas refusé, vigilant. Dites tout ce que vous voulez, mais où l'efficacité de tout ça? Ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi, pour une petite sortie comme ça, ils n'ont même pas encore fait de marche, ils n'ont même pas fait de... Vous posez des questions, est-ce qu'ils devaient faire ça? Parce que, inconsciemment, nous avons tous été alignés. Voyez-vous? Nous avons tous été alignés. Non, moi je ne vois pas les choses de cette manière. Moi je trouve que il nous rappelle à nous tous que on avait ce sujet-là, et le temps passe. Et puis ceci, et puis ceux qui se sont donnés d'avance là, eh bien, si on ne fait rien, si on ne dit rien, mais c'est leur avance qui va se concrétiser. Mais moi je pense que c'est beaucoup plus cela qui doit être plutôt que... Parce que ça également c'est une tendance, on va dire, dans un contexte dictatorial où les plus faibles, il faut les frapper, il faut les tuer pour qu'ils n'existent pas, pour n'existe que le plus fort. Voyez-vous, moi c'est ce que je constate, et nous avons cette tendance, même nous-mêmes journalistes, à l'adopter. Charles, on va sur la question même de l'opportunité. Vous avez tout à l'heure donné des arguments, mais sur le principe de ce qu'on est en démocratie, et que quand une loi est votée, il faut peut-être plaider, aller dans les couloirs avec les députés, aller au niveau de l'exécutif plaider. Est-ce que ces messieurs ne font pas fausse route en disant publiquement ce qu'ils pouvaient dire dans les couloirs pour améliorer les choses? Je pense que ce que vous dites n'est pas loin de l'image que les gens avaient déjà menée jusque-là. Rappelez-vous, dans la nuit au cours de laquelle cette loi a été votée, il y avait deux communications. Il y avait une communication du clergé catholique. Il y avait également une communication du cadre de concertation de la plateforme des OSC. Vous voyez, ben, est-ce que ça fait fléchir les députés? Absolument non. On a juste lu et puis c'est passé. En dehors de ça, d'autres personnes ont mené des démarches, ont fait les coulisses, mais qui n'ont pas abouti. L'Église catholique a initié un colloque par rapport à cela. Et vous allez observer que sur toute l'année, tous ceux qui ont tenté quelque chose, tenté des initiatives pour retoucher, relire, n'ont pas été acceptés, n'ont pas été les bienvenus. C'est ça le paradoxe en fait. C'est à croire qu'on l'a voté et puis ça s'impose à tout le monde. Que vous aimez ou pas, que vous l'acceptez ou pas, eh bien, ça s'impose à vous. Désormais, c'est comme ça que moi je vois la chose. Et c'est ça qui inquiète en fait. C'est déjà, voyez, ce n'est pas pour la première fois qu'on vote un code électoral au Bénin, voyez. Mais il me semble que ce code-là est le plus querellé que le Bénin a connu jusque-là. Il y a tellement de polémiques, il y a tellement de réactions par rapport à cela. Maintenant, le gouvernement ne veut pas fléchir. Le gouvernement n'entend pas aller à la relecture. Et c'est là que ça devient suspect. Si vous êtes vraiment dans la logique de laisser un pays dans la paix, de laisser un pays tout au moins dans les conditions dans lesquelles vous l'avez hérité, je pense que ces comportements-là, on ne doit pas les observer. Parce qu'au-delà de tout, la succession au niveau de l'État central reste quand même ce label-là que nous gardons au moins de notre démocratie, tout au moins. Même si à d'autres endroits, il y a des choses à nous reprocher. Mais à ce niveau-là, on continue toujours de respecter cela. Alors, avec ce code électoral-là, demandez à n'importe quel citoyen béninois, on a peur. Le citoyen béninois n'est plus celui-là qui va aux élections avec la joie qu'on a connue par le passé, l'effervescence populaire qu'on a connue par le passé. Dans la tête des Béninois désormais, et même si je ne sors pas pour aller voter, bon, ils ont déjà fait les choses, ça va s'imposer à nous, bon, ils vont... Je pense que c'est l'unique occasion de prouver à ceux-là que non, nous ne sommes pas dans cette logique-là, mais nous voulons vraiment qu'il y ait une élection équitable. Visiblement, tel n'est pas le cas. Jusque-là, vous avez vu, ils ont fait une sortie, ils ont fait des déclarations, et vous allez observer que personne ne va réagir, personne ne va se saisir de cela. Vous dites, mais, parce que ce n'est pas une première, à moins que l'on décide peut-être de faire l'exception. Sinon, jusque-là, il y avait eu plusieurs tentatives, mais qui n'ont jamais eu d'écho favorable de l'autre côté. C'est ça qui inquiète. Et je pense que avec les situations que nous connaissons, non seulement dans notre pays, mais dans la sous-région également, il faut éviter ces choses-là, il faut éviter ces crises-là. Parce que les pays qui en souffrent aujourd'hui, les soulèvements, les guerres, tout ça là, ce ne sont pas les pays qui ont commis le grand péché du monde. C'est parce qu'à un moment donné, on a voulu aller à la force. On n'a pas voulu respecter les aspirations du peuple. Et c'est dommage, lorsque ça commence, on sait juste quand ça a commencé. Mais quand est-ce que ça va finir là? On ne sait pas. Donc,
essayons d'éviter cela. Parce que ceux qui appellent au dialogue aujourd'hui, là, ce sont les mêmes personnes qu'on ira après d'un pour dire venez, aidez-nous à organiser un dialogue. Si on sait qu'on ne finira pas aller à un dialogue, mais pourquoi entretenir la crise actuellement? Il vaut mieux éviter la crise en allant au dialogue là pour apaiser les uns les autres. Je pense que c'est l'essentiel à demander. Toutes les formations politiques, sur les mêmes pieds d'égalité, leur donnent les mêmes chances. Il est vrai, on n'aura pas une loi parfaite à 100%. C'est dans la mise en œuvre qu'on trouve les failles. Mais on peut voter sans mettre en œuvre et trouver qu'il y a des failles. Petit exemple, c'est quand tu fais une rédaction ou un commentaire. Tu lis, tu ne trouves rien. Peut-être tu es trop fatigué. Tu relis après, tu trouves des fautes. Tu demandes à quelqu'un d'autre, relis-moi ça, il trouve des incorrections. La même manière que nous devons procéder pour les lois. Vous voulez voter les lois pour organiser une société, un peuple, et vous n'allez pas consulter le peuple par rapport à telle question. De quelle manière voudrez-vous que cela se passe? Ça n'a jamais été l'objet, je doute fort. C'est en 4 bureaux climatisés que les gens se retrouvent, se fixent des objectifs et amènent un document. Et parce qu'on sait que, quel que soit alpha, ça va passer. Il faut qu'on dépasse ça parce que ça va rattraper. Parce que les plus forts ne seront pas toujours forts. Les plus faibles, les forts occuperont un jour la position de faibles et les faibles deviendront forts. Et si nous devons procéder ainsi, quelle serait la suite? Quel sens nous voulons donner à notre démocratie? C'est tout cela qui doit nous interpeller pour nous amener à adopter des comportements responsables, à œuvrer pour une transparence, pas la totale, mais au moins la moindre transparence dans tout ce que nous faisons pour que nous puissions donner un sens à notre démocratie. Au Sénégal tout près, on a eu l'exemple. Quand Macky Sall a voulu organiser le passage force, le Conseil constitutionnel lui a dit non, demain c'est moi qui sera responsable. Ils ont dit non, on ne fera pas ça. Ça veut dire que l'exemple là peut servir de cas d'école dans les autres pays de la sous-région. En dehors de ça, quand vous dites vous êtes contre un système qui a pris le pouvoir par les armes et que vous-même, vous manipulez les tests pour prendre les armes, les deux, vous êtes... Tests pour prendre le pouvoir, vous l'avez dit? Oui, oui. Pardon. Pour vous maintenir au pouvoir. Ou vous pouvez maintenir au pouvoir. Hein? Entre celui qui a pris les armes et celui qui a manipulé les tests, vous êtes tous quoi? Vous avez le même qualificatif? Celui de... Non, c'est de putschistes ou de criminels. Donc nous devons avoir dans tous nos comportements la logique du bon sens. Il n'y a pas d'être parfait, ça là on le sait. Hein? Mais nous devons quand même faire en sorte à laisser de belles traces, de belles histoires à nos progénitures. Parce que tout ce qu'on aurait fait sur cette terre et qui va rester et perdurer, c'est ce que nous avons laissé comme héritage en matière de bon comportement. Si vous laissez aussi de tristes comportements, les gens vont vous citer à des moments donnés pour dire telle personne, oh, mais quand vous laissez de bons comportements, vous faites la fierté d'une famille, vous faites la fierté d'une ville, la fierté d'une communauté. Sinon, on ne serait pas en train de célébrer les Hubert Maga, les Sourouminga Apiti, les Justin Tomentin à Oumarégui. Quelle que soit leur contradiction, tout ça là, on a trouvé quand même que ces gens-là, qui ont été les pionniers, ont été de dignes pionniers et que beaucoup de Béninois doivent suivre leurs traces pour porter haut le Bénin. Moi, je pense que cette race de politique actuellement à la tête du pays n'a pas le souci de ces paroles d'évangile ou d'église ou de mosquée que vous dites là, Nikel Azomaou. Désolé, mais ils sont bien conscients du bien comme du mal. Mais leur souci, c'est pas de ressembler à Hubert Maga. Leur souci, c'est pas qu'on rappelle leur nom comme on rappelle celui de Apiti et tous ceux que vous citez. En fait, je pense qu'on a ici affaire à une race de politiques. Excusez-moi, le terme est peut-être trop fort. À une race de politiques rapaces. Rapaces. En fait, ils se sont accaparés de leur poids, le pays s'entend. Et bon, ils font tout ce qu'il faut faire dans la jungle, connaissant la jungle, n'est-ce pas, pour se maintenir, pour garder leur territoire, pour le maintenir le plus longtemps possible. Donc tout ce que vous dites là, quand vous les avez regardés depuis 8 ans, leur préoccupation, c'est pas se faire passer dans l'histoire. L'histoire, oui. Ils connaissent, ils entendent parler vaguement, mais ce n'est pas leur préoccupation. Tout le monde a comment on dit, ce qui peut l'intéresser dans la vie.
Tout le monde a son hobby, comme on dit. C'est pas eux, ils se retrouvent pas dans ça. Ils veulent pas être à la une des livres d'histoire comme étant, bon, voilà. Non, c'est pas ça leur préoccupation. Ici, nous sommes carrément dans... C'est vrai que c'est en politique que ça s'observe, mais ici, c'est les traits, les mauvais traits en politique qui sont exagérés ici. C'est-à-dire, nous avons tel acquis, nous avons tout pour nous, les autres n'existent pas, ne doivent pas exister. Voyez-vous? Mais en même temps, on fait semblant, ils font semblant, il faut faire croire aux gens que non, nous sommes toujours en démocratie. Il faut faire semblant, faire croire aux gens que oui, les règles sont telles et il faut les appliquer. Or, si vous les suivez très bien, la démocratie dont vous parlez là, ils n'ont que faire de votre démocratie non plus. Les lois dont vous parlez là, observez, prenez chaque loi. Les lois existent pour les autres. Je ne sais pas si vous faites attention aux petits signes. Un exemple, sur les réseaux sociaux, vous savez que vous, Nikel Zazomaou, vous, Samuel Mundio, vous ne pouvez pas écrire n'importe quoi aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Regardez comme vous vous surveillez. Mais vous savez qu'il y a des gens qui sont autorisés à insulter, à médire des gens, à blasphémer, à dire tout et rien sur des gens. Vous le savez, non? Moi, je peux même vous donner des noms. Non, mais ceux-là sont poursuivis. Non, je l'observe. Et ça, c'est qu'un exemple. Je ne veux pas citer de noms, au risque d'en rajouter peut-être aux situations imprévues, tout ça là. Mais ceux qui le font, il est vrai. Je suis dans une théorie de mosquée ou d'église, mais ça va les rattraper. On peut être griot du pouvoir en faisant preuve de la morale et de l'éthique. Si cela déserte moi, un service qu'on va me demander de faire, qui va ternir mon image, qui va mettre en berne la morale et l'éthique, je ne le ferai jamais. Je peux démissionner. Voilà, mais ça c'est vous ça. Et tout le monde n'est pas comme ça. Ou du moins, ils vont toujours trouver des gens, n'est-ce pas, qui vont intéresser pour faire ça. Donc, comprenez le contexte. Le contexte, c'est celui-là. Quand vous dites, oui, soyons frileux, oui, les textes, les textes là existent pour vous. Les textes là, c'est ça. On va même au-delà des textes. Vous avez vu ce qui s'est passé à Lomé avec le compatriote. On va même au-delà des textes pour maintenir son territoire. Et quand je dis maintenir son territoire, c'est bon, c'est pour être élégant, quoi. Voyez-vous, la rapace veut garder sa proie à tout prix. Et la rapace pense déjà à l'avenir. Il pense à demain. Comment conquérir d'autres proies? Comment élargir l'espace, le territoire? C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, pour cela, il faut aller même au prix de querelles ou de crises diplomatiques éventuelles. Il faut aller à Lomé, Diakmatani, Tchouendi. Mais c'est ça. Donc si vous n'avez pas compris, si nous n'avons pas compris cela, et qu'on reste là avec nos théories de Dieu, de bon Dieu, ils aiment ça. Oui, eux qui sont en train de nous opposer le bon Dieu, mais faites ceci. L'indolence, mais nous, MMA, on agit. Voilà. Vigile Arancet, je reste avec vous. Est-ce que le cadre de concertation des confessions religieuses du Bénin pourra jouer le rôle des opposants à leur place, quand on voit un peu le silence? Personne ne peut jouer le rôle des opposants à leur place. Vous voyez le cas des journalistes, ce que nous disons là. C'est les opposants qui auraient dû dire ça aussi. Et plus, quand ils le disent, ils atténuent votre voix. Mais si vous êtes les seuls à dire, mais c'est ce que vous dites qui a plus d'écho. Et on pense dans ce cas-là que vous êtes l'opposition, que vous êtes missionné. Non, je ne crois pas que les gens puissent penser que Cristal est missionné ou bien que Virgile soit missionné. Non, c'est toi qui le dis. Ben, eux, ils ont pu me missionner. S'ils n'ont pas pu me missionner, pourquoi ils pensent que c'est... Non, c'est pas possible. Donc, ils pensent que vous êtes l'opposition. Voyez-vous, ils pensent que vous êtes l'opposition. Ce qui est une grosse faiblesse. Non, ce que vous dites, c'est réel. Mais quand vous voyez ces genres d'actions, au moins ça participe, on va dire, à la prise de conscience. L'éveil citoyen. Oui. Et puis vous avez dit quoi? Vous avez dit citoyen. Car ce qui arrive aujourd'hui au Bénin, moi je pense que ce n'est même plus seulement une affaire d'opposition, ceci, cela. Même l'opposition a peur. Ce que vous appelez opposition, il y en a qui sont manipulés. Là-dedans, je vous ai dit, les autres, ils font un combat avec tous les atouts, comme on dirait en belote. Opposition manipulée, vous dites, au Bénin?
vous posez votre question, mais sans doute vous avez la réponse. Je ne dis pas qu'ils sont tous manipulés. Il a tout dans cette opposition. Il a tout. Je dis, quand je dis tout, il a tout. Il y en a que vous voyez qui tiennent des discours normaux, énergiques, tout le reste, mais en dessous, ils sont branchés à un appareil. Il y en a, eux, ils sont nés pour embrouiller les gens. Ils sont nés pour tenir des discours bizarres à la limite du normal, mais eux, leur mission, c'est ça. Il y en a, non, vous avez vu des partis politiques qui sont nés ici, dans ce pays, qui ont chacun dans son contexte. Je ne vais pas citer de nom, je vais frustrer personne. Mais FCBE, vous avez vu, vous vous rappelez qu'il y a un parti qui est né, qui s'appelait presque FCBE à l'époque, qui avait presque le même logo. Et bon, donc, dès que le parti a fini sa mission, il est parti. Il est parti. Et puis d'autres sont nés. Où on a vu que ces acteurs-là, ils ne sont pas vraiment dans l'intelligence. Après, d'autres sont venus, n'est-ce pas? Ils ont joué le rôle, on a dit oh, non. Eux, ils ne font pas bien le travail encore. Il y en a même qui ont rejoint, carrément, qui se disaient hier opposition, et qui clairement aujourd'hui sont à l'UP le renouveau. Suivez mon regard. Voyez-vous, s'ils n'avaient pas une connexion au départ, vous pensez que lui va faire opposition, eux ils vont faire opposition, aller même aux élections, à l'élection présidentielle, candidat. Et du jour au lendemain, bon, vous allez vous le retrouver. Il s'est trompé de chambre, non, il avait l'habitude, il connaissait le chemin. Peut-être il a compris que le meilleur est là-bas. Ah ben, le meilleur a toujours été là-bas. Lui, il était dans un jeu de rôle. C'est ça, justement. Donc, si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez pas construit, que nous sommes dans une construction géniale de dictature qui ne dit pas son nom et qui fait semblant de vous faire croire que nous sommes toujours dans un jeu démocratique normal, vous allez toujours être journaliste et ceci, acteur politique, vous allez être dans une confession religieuse. Oui, vous avez fait conférence de presse à l'hôtel Dona. Et après, c'est quoi la suite? L'opposition, tu es où? Parce que même si c'est un combat citoyen que ça devrait concerner tout le monde, qu'est-ce que toi-même tu fais pour que ça soit ça? Face à ce que vous avez en face, avec autant de génie dans la construction, avec autant d'élaboration, vous, quel est votre plan? C'est quoi votre stratégie? Si vous n'en avez pas, eh ben, ce qui va prospérer, c'est ce que les gens là disent. Ah non, on est en démocratie. Hein. Mais est-ce que eux-mêmes là, ils doivent faire ça? Est-ce qu'ils ont les moyens? Et ça c'est une autre phase. La phase où on a semé les choses et on est tranquille. Maintenant, ça fonctionne en les gens d'eux-mêmes. C'est-à-dire, on leur dit rien et se font peur eux-mêmes. Parce que la peur a déjà pris l'âge, a déjà grandi, a déjà l'âge de s'auto-développer. On n'a plus besoin d'arroser ces plans de peur-là. Ces plans évoluent d'eux-mêmes. C'est ça ce que vous êtes devenus. Tout le monde, hein? Nous tous, hein? Enfin, moi, un peu moins quand même. Parce que moi, je dirais pas, je ne dirais pas, je vais pas flageller quand même les gens qui sont déjà en situation, hein? Comme des oisillons qui disent ouïan. Et moi, je vais encore leur porter le coup fatal. Je participe au mal. Ouais, vous, c'est ça. Outre le code électoral, le cas de concertation des confessions religieuses parle également de la vie chère. Non, mais c'est le quotidien de tous les Béninois. Malgré les dernières mesures prises par le gouvernement. Vous rappelez, Chalombo. Les dernières mesures, vous allez voir que cela n'a pas encore impacté la vie du citoyen béninois. C'est vrai que par le passé, la mesure du maïs tournait autour de 1200, 1500. Aujourd'hui, j'aurais appris que c'est déjà à 800, 700 ailleurs. Mais est-ce que c'est le gouvernement qui a subventionné? Je n'ai pas eu cette nouvelle-là. C'est peut-être la loi du marché qui a été modifiée un peu à un niveau donné. Mais la vie continue d'être chère parce qu'on parle du maïs. Allez voir le prix du haricot, par exemple. Le kilo juste est à 1000 francs. Vous voyez, le gari, on n'en parle pas. Et donc, imaginez un jeune président du Sénégal, Diomaye Faye, qui a diminué le prix du sucre, le prix du lait, le prix du pain, le prix du riz. Nous, on ne l'a pas fait. Et donc, si les confessions religieuses font ce constat-là également, je pense que c'est le quotidien de tous les citoyens béninois. Et parfois, les autorités, ceux qui nous dirigent, se moquent de nous. Vous allez observer que la dernière tournée gouvernementale, pour expliquer les réalisations, j'ai suivi un homme politique. Une fois sur les lieux, quand on lui tend le micro, il commence par parler à la population. Il dit, vous avez faim? Ou bien, vous aussi vous avez faim, non? Vous aussi vous avez faim? Une manière de rire de cette situation. Se moquer de leur faim. Se moquer de leur faim. Donc, il est même allé loin. Il disait que, mais, je vous imaginais pas venir aussi nombreux nous écouter. Parce qu'on nous a tellement dit que vous avez faim. Voyez, conscient que les gens ont vraiment faim. Mais on rit de cela, voyez, parce que ceux qui étaient venus, on sait comment ils sont venus. Des gens qui ont été approchés, qui ont été intéressés. Et donc les gens étaient venus que pour les 1000 francs, les 2000 francs. Donc je pense que
c'est un problème. On nous dira que oui, c'est pas le Bénin seul, la crise économique, tout ça là. Mais quels sont les actes que nous posons? On vous dira qu'il y a le microcrédit, tout ça là. Oubliant que l'argent que l'on remet à ces femmes-là également, on passe également de l'autre côté pour leur retirer ça. Parce que je vous ai dit, les mairies font qu'aujourd'hui, même si votre boutique est dans un coin reculé, on vient vous prendre les taxes. On vient vous prélever les taxes. Parce que au niveau de la mairie, on a fixé une ardoise à chaque secrétaire exécutif, à chaque mairie qui doit verser. Et quand on fixe comme ça, eux, ils vont trouver l'argent où? Auprès de la même population, auprès de cette dame-là, à qui on a prêté 50 000, 100 000 francs. Vous voyez, si déjà quelqu'un veut démarrer l'activité avec 50 000 francs, peut-être que c'est pour le début et qu'on doit aller prélever encore les taxes dedans. Vous voyez un peu ce que ça fait. Donc, et là, la police l'arrête quelque part là, prend encore 10 000. Voilà. 10 000. Pour nos pas de casque. Donc, il y a tellement de choses. Je vous dis, pour cette affaire de casque là, vous m'excusez un peu. J'ai rencontré un monsieur vers le Carrefour Relais là. Il est descendu de sa moto, il a commencé par traîner. C'est un ami que je connais. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, que lui ne sait même plus comment conduire. Puisqu'il a déjà vu les policiers, qu'il ne sait plus dans quelle infraction il faut tomber pour qu'on t'arrête. Parce que n'importe, c'est-à-dire, vous tombez dedans, on vous arrête seulement. Vous ne tombez pas, on vous arrête. On vous arrête. Donc finalement, qu'il ne sait plus comment conduire. Donc quand il a vu les policiers, il a dû descendre de la moto, traîner, traverser le carrefour, aller quitter les policiers et remonter maintenant. Donc c'est comme ça. Parce qu'on a déjà vu ces policiers-là également, même les voies qui ne sont pas tracées, c'est eux qui, vous savez, leurs yeux là, c'est que ça mesure quoi. Vous passez là, on vous arrête, on vous dit que vous avez pas respecté la mais c'est ce que je vous dis, en dictature, c'est eux qui ont la mesure dans les yeux. Comment tu peux aller, comment tu connais sa mesure dans les yeux? Oui. C'est ça justement. C'est comme ça. Et quelles que soient les explications que vous donnez, on vous le met pas là. Vous payez d'abord. Donc, si le cadre de concertation des conventions religieuses arrive à ressortir ça, je pense que c'est le quotidien des Béninois. C'est ce que nous vivons tous les jours. Et tous les citoyens sont conscients. Vous avez vu, il y a des pratiques, il y a des manières qu'on a même abandonnées. Par le passé, c'était pas plaisir qu'on envoyait les enfants, ou bien nous-mêmes quand on était élèves, aller faire les vacances auprès d'un ami, d'un cousin, tout ça là. Mais vous allez observer que c'est pratiques qu'on a commencé par abandonner. Parce que on ne peut pas être charge pour l'autre. Mais c'est comme ça. Il faut aller voir comment il vit avec ses enfants, sa famille là-bas. C'est comme ça. On vit, c'est-à-dire pratiquement au quotidien. Avec le peu que vous trouvez aujourd'hui là, vous jonglez avec. Et demain, vous priez Dieu pour que vous ayez encore un petit moyen. Je pense que le gouvernement, surtout que demain c'est le premier conseil des ministres là, qu'on puisse nous surprendre. Qu'on puisse nous surprendre peut-être avec des prix ou bien, je sais pas, des choses... pour alléger quand même le social du citoyen béninois. À ce moment où est-ce que ces acteurs du cadre de concertation des confessions religieuses ne vont pas fort quand on se réfère aux mesures d'interdiction d'exportation des produits vivriers pour prévenir l'insécurité alimentaire? Est-ce qu'il ne faut pas saluer ces mesures et se dire que demain c'est peut-être de beaux jours pour le pays? On a interdit. Voilà. J'observe souvent dans les reportages que un camion a été arrêté à Kouandé, à ceci, pour montrer que les efforts qui se font pour maintenir la production en place, que les gens multiplient les efforts toujours pour envoyer ces produits-là ailleurs. Non, c'est bon. Mon confrère Vigile a abordé la question sous un ton en disant que nous sommes dans une guerre de communication pour montrer que nous sommes en train de mieux faire et qu'on ne peut que se référer à nous si on veut avoir un lendemain meilleur, une vie meilleure. Mais les dessous, c'est triste. C'est pourquoi quand vous avez parlé de vie chère, on peut même vendre, c'est comme mon confrère, comment on l'appelle, Charles Ronvort a dit que la mesure de maïs peut être à 200 francs. Cela ne donnera pas la chance à tous les Béninois de manger au moins un repas par jour. Et ça, je peux le témoigner. Parce que quand vous allez dans les ménages, quand vous êtes autour des collectivités, vous voyez ce qu'on appelle la faim. Ce que vous-même vous subissez, d'abord vous-même que vous plaignez
que les gens observent de loin comme étant quelqu'un qui est très à l'aise, mieux loti. Quand vous faites un peu le point des doléances que vous avez par jour, et c'est seulement dans votre environnement, vous allez vous demander et ailleurs. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème crucial qui se pose. Et c'est ça, c'est le retour de tout ça qui a permis au cadre de concertation de parler un peu de la vie chère. Et Charles, on va parler tantôt de l'action de Diomaye Faye. C'est parce que le sucre, le lait, le blé, c'est des produits de grande consommation au Sénégal. Et si on ne... Comme partout, hein, comme au Bénin. Oui, oui. Bon, ça dit, quand je dis de au Sénégal, bon, c'est pour eux, c'est... Pour leur pays, c'est... On doit pouvoir identifier ici des produits qu'on peut appuyer pour permettre au moins aux Béninois d'avoir un repas par jour. Sinon, on aurait beau construire Cotonou comme Paris ou Porto-Novo comme Washington. Il faut des citoyens pour vivre des bienfaits de ces réalisations. Cherté de la vie évoquée par ce cadre, est-ce encore un refrain répété sans jeter un coup d'œil à ce qui est mené comme action au Bénin? Moi, je crois qu'il faut que les Béninois aillent au-delà des on a faim, et ceci, cela. Il faut demander. En fait, la manière de demander, ça dépend de vos interlocuteurs. Ceux dont on parle là, on a parlé du code électoral tantôt. Si ce n'est que conférence de presse pour dire ceci, cela là, si ce n'est que de cette manière que vous allez demander, ils ne vous écouteront jamais. Ils vous ont déjà apporté la preuve, la rupture, on ne vous la comptera plus. Voyez-vous, c'est de la même manière quand vous avez faim. Comme ceux à qui vous parlez n'ont pas les oreilles comme les gens communs, il faut trouver le mécanisme pour bien leur parler, pour en fait, leur parler, mais en faisant des gestes pour qu'ils vous... que les syndicalistes ont fait à Cotonou. Bien sûr, par exemple. Mais vous n'avez pas vu que rien que ça en fait, je ne sais pas si vous n'observez pas la rupture. La rupture qui donne l'impression de ne jamais tressaillir. D'abord, elle a commis d'erreurs. Au lieu de laisser les syndicalistes marcher, donc la rupture elle-même, elle a communiqué indirectement sur le sujet en interdisant, chaque fois c'est resté dans les médias, on en a parlé abondamment, on a faim, on a ceci, et ils nous refusent encore de marcher. Les autres, bon, avec le voisinage qui n'était pas bon avec le Niger, on dit bon voilà. Donc, ils ont fait cette erreur. Puis, ils ont laissé faire. Mais si vous faites juste conférence de presse et tout le reste, n'est-ce pas? Il faut vous laisser faire. Bon, ça encore à la limite, on va dire bon, on est en démocratie, donc il faut les laisser parler. Tant que ça ne nous dérange pas, tant que, bon, pas de souci. Voyez-vous? Donc c'est exactement la même chose. Je crois que il faut un peu plus d'énergie, même dans la demande, n'est-ce pas? Que ce que je vois. Vous avez dit tantôt, est-ce qu'il n'exagère pas? Parce qu'avec toutes les mesures qu'on a prises là, est-ce qu'il ne faut pas saluer ça? Est-ce que vous entendez dans le pays? Et vous entendez ça? Parce qu'en partie, les dirigeants vous demandent de faire ça. Vous rappelez-vous, quand le chef de l'État a rencontré les syndicalistes, les secrétaires généraux des centrales syndicales dans ce pays pour les négociations, augmentation de salaire et consorts, il a dit cette petite phrase qui est peut-être passée inaperçue, mais qui est le cliché de sa psychologie. Il dit, je vais vous apprendre une technique de négociation. Enfin, je ne sais pas très bien limiter. Ah, il dit, quand vous donne, il faut reconnaître d'abord ça. Écoutez, en fait, c'est ça qu'ils veulent des Béninois, en fait. Mais un pays ne fonctionne pas déjà selon la bienséance de chef. Quand ça fonctionne comme ça, c'est ça qu'on appelle la dictature, encore une fois. C'est-à-dire, tout le pays doit fonctionner selon la volonté d'une seule personne. C'est ça qu'on appelle dictature. Voyez-vous? Et ça vous dresse même, la preuve, vous ne l'avez pas consulté avant de dire, mais il fallait saluer ça là d'abord, non? Et vous dites que c'est la bienséance, non? Votre bienséance, je suis obligé même de respecter votre bienséance à vous. Un enfant à qui vous donnez à manger à la maison, le gars dit, bon, je ne suis pas rassasié. Tu dis, ben, tu ne dis pas merci pour le peu que tu as eu là. Et tu viens gaillardement me dire, je ne suis pas rassasié. Dis d'abord merci papa de m'avoir trouvé ça là. Et dis maintenant, si je peux trouver encore un peu, ça ira. C'est ça vous voulez, mais moi je ne sais pas. Et ça c'est dans notre inconscience, hein. On n'a même pas conscience de ça qu'on nous dresse. Non, c'est pas possible. Et tant que ça va être ça, vous serez en train d'arroser leur jardin. On sera toujours en train d'arroser et c'est eux qui vont prospérer et nous allons toujours sombrer.
vous dites, on construit, on fait ceci, on fait cela. Oui, ils ont fait une option qui est la leur, qu'eux, ils peuvent faire. Parce que on nous construit les routes, on fait ceci, on fait cela, c'est beau. Le social, c'est pas leur option. Eux, ils n'ont pas votre problème de social là. Ils ont dit à régler ça. Ils règlent ça chaque mois, n'est-ce pas? Quand ils vont finir, vous allez voir que c'est beau et on fera avec ce qui reste. Regardez combien partent chaque jour, sans avoir de chiffre officiel. Mais moi, je peux vous dire, voilà, il a telle action, telle chose qui font partie des Béninois gratuitement. Telle option de gouvernance qui fait tuer ou font partie. Vous voyez des gens qui meurent même à côté de vous pour 1000 francs, pour 5 francs, pour 5000. Moi, je connais des gens qui sont malades, mais qui sont gardés à la maison. On ne peut rien leur faire parce qu'il n'y a pas les moyens. Ce n'est pas parce que les gens ne sont plus empathiques, mais il n'y a pas de moyens. Quand quelqu'un est malade, gravement malade, et qu'il n'a pas de moyens, on ne fait rien. Qu'est-ce que c'est la suite? Mais il s'en va, il meurt. Mais est-ce que ça là, on va directement compter ça? On va la rupture encore tuer quelqu'un? Non. Et ces cas-là, il a des centaines, il a des milliers dans chaque village, dans chaque quartier, dans chaque maison. Et ça, ce n'est qu'un aspect. Donc, ce sont des morts indirectes liées à ce choix de gouvernance. C'est en cela que les Béninois, il faut leur expliquer que quand on parle des élections, on parle du choix, que ce n'est pas seulement un problème politique. C'est citoyen d'abord, avant d'être politique ou ceci, c'est citoyen, c'est civique. Les choix que vous faites, les choix des gouvernants, le choix des dirigeants que vous faites, cela imprime le choix de gouvernance qu'ils font par la suite. Quand vous avez pris quelqu'un de ce profil-là, profil psychologique, profil managérial et tout ce que vous voulez, quand vous avez pris quelqu'un de ce profil-là, vous allez vous attendre à ce que il pense à vous, pense au social comment? Comment? Et on vous met dans la tête exprès que ça là c'est pour les acteurs politiques. Hein. C'est les acteurs politiques qui parlent de politique. Ou bien voyez-vous, on nous conditionne. Alors que bientôt, mais les exemples, ça foisonne. Ça foisonne. Où est-ce que vous voulez que les gens trouvent dedans? Pourquoi les policiers sont sur la route tout le temps à vous arrêter pour ceci ou cela? Vous croyez que c'est juste pour votre sécurité? Vous pensez? Allez vous renseigner, vos journalistes, combien chaque commissariat doit pouvoir faire chaque mois, par exemple. Mais bien sûr. Bien sûr. Ça, on dit, ben, où est-ce que vous voulez de vous amener? Où est-ce qu'on va trouver de l'argent pour leur construire les routes et ceci, cela? Quand les survivants, quand il aura à la fin là, on va compter les survivants. C'est-à-dire, c'est ça. Et ça, on n'a pas idée. Mais c'est réellement ça, c'est cynique. Mais c'est ça le cliché. Le cadre parle également d'emprisonnement extrajudiciaire et libération des détenus politiques. Ce sujet est rangé, non? Pour le pouvoir. Bon, voilà, vous dites que ce sujet est rangé. Les gens sont déjà libérés. Vous dites que c'est rangé. Mais c'est classé quand on suit un peu le discours de Patrice Talon, non? Mais c'est ça, exactement. Merci, monsieur Samuel. C'est Patrice Talon. Donc, quand lui, il a dit, on doit s'aligner, tout le monde doit... Il a dit, je ne vais plus parler de Joël Aïvo et de Rika Madougou. Je vous l'ai déjà dit, non? Il parlait ainsi à Boni Yahi. Et donc, n'en parlez plus. Le papa de Maso de Rone Bablo, tout le Bablo. Et tout le monde se rage. Voyez-vous? Mais c'est ça ce que le Bénin est devenu. C'est ça le Bénin qu'ils aiment, justement. Non, c'est pas rangé, monsieur Samuel. Il faut être à leur place. Il faut être à la place de ceux-là, n'est-ce pas? Et puis, on fait de fixation sur tel ou tel prisonnier politique. Il faut aller voir les jeunes là. Les gars, man, ils ont pu se tromper. Tout le reste, on leur a donné 15 ans, 10 ans. Hein, les chanceux, 5 ans, tout le reste. Mais notre jeunesse, parce que ceux qui sont sortis de prison, quand
Laurent Mentonnier est sorti, il a dit qu'en prison, il a plus de 80%. La population carcérale est à plus de 80% des jeunes. Mais notre jeunesse, c'est en prison que ça va servir. Il ne faut pas réfléchir sur ça. Quand on va en parler, ça même va dire, mais on a déjà arrangé les cas, non? On les a envoyés là-bas et puis il a moins d'arnaques, non? Voilà. Mais non, c'est pas ça. Notre société ne peut pas fonctionner comme ça et aller de l'avant. Ce n'est pas possible, car un jour ou l'autre, n'est-ce pas, eh bien, ça va s'affaisser tout ce que vous construisez ainsi. Nous allons sortir de ce studio par un tour de table, Vigile Avancé. Que doit-on faire au-delà de ces points de presse, de ces sorties? Moi, je n'ai plus rien à dire. Si de tout ce que moi j'ai dit, si vous n'avez pas compris, si les gens n'ont pas compris ce qu'il faut faire, déjà, il faut si vous n'avez pas compris, moi, je ne sais plus. Moi, je ne sais pas. Mais il faut faire au-delà de ce qu'on fait là déjà. Moi, je crois déjà qu'il faut cesser de s'aligner dans la volonté. Non, les Béninois sont trop toutous, sages comme des images. C'est pas ça, c'est pas comme ça. On va s'en sortir. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, enfin, il faut prendre la réalité des choses. Voilà. Nicaise, que doit-on faire au-delà des discours? Non, au-delà des discours, que doit-on faire? Non, c'est la mobilisation, c'est la détermination, c'est le souci de militer, pas des actes légaux, pour libérer un peu. Parce que tantôt tu disais, est-ce que Joël Aïvo et choses là, le dossier là n'est pas classé? Non, la libération de Joël Aïvo et Regarde Madougou, c'est pas une faveur, c'est une question de justice. Et cela doit rester gravé dans la mémoire des gens, que quand on demande ça, on ne demande pas une faveur, mais on demande que justice soit rendue à qui de droit. Ce n'est pas seulement Joël Aïvo et Ricard Madougou. Il y a plein d'innocents dans le milieu carcéral, donc ce qui doit nous interpeller pour que nous puissions, comme l'a dit Vigile, au lieu de mettre notre jeunesse dans le milieu carcéral, laisser notre jeunesse et l'encadrer pour produire de la richesse pour notre pays. Qu'est-ce qui reste à faire au-delà de ces conférences-là? Pratiquement tous les citoyens béninois ont déjà le dos au mur, parce que ce qu'on a réussi à nous faire, c'est nous apeurer. Tous les citoyens béninois ont peur. Même ceux qui parlent, il faut aller demander s'ils n'ont même pas pris d'abord des attaches avant d'aller parler. Est-ce qu'ils n'ont pas multiplié les appels d'abord pour dire, est-ce qu'on peut dire avant d'aller dire? Désormais, c'est comme ça. On a réussi à faire peur à tout le monde. Même sur vos initiatives, c'est-à-dire, on vous fait peur. Et c'est ça. Maintenant, qui pour déclencher, je ne veux pas prononcer ce mot-là, mais pour sonner le glas de cette détermination-là et aller au-delà de cette conférence-là, c'est peut-être ça qui manque. Mais je comprends également que le Béninois n'a pas été préparé à la révolte. C'est ça. N'a pas été éduqué à la révolte. Et c'est sur ça, en fait, qu'on agit aujourd'hui. Vous allez prenez le cas de Frère Mouvi, par exemple. Juste un exemple. Aussitôt qu'il a été arrêté, vous avez vu comment est-ce que les gens ont quitté son forum. Les gens ont vidé aussitôt le forum. Ceux qui avaient des contacts, des relations avec des proches à lui, on l'a abandonné totalement. Pensant exactement que bon, maintenant qu'on l'a pris, on vient m'arrêter également. Mais c'est ça le Béninois que nous sommes devenus. Et donc, il n'y a pas la détermination. Nous, ce que nous avons fait, c'est de créer des fan clubs pour